13 secondes. C'est le temps que le Challenger a volé avant de se transformer en boule de feu. Mais que s'est-il passé après que c'est la partie qu'on ne vous enseigne pas à l'école? La recherche des débris a été le plus grand sauvetage maritime de l'histoire, mais elle a été remplie d'événements étranges. Les plongeurs ont signalé des pannes d'équipements étranges. Des fantômes sonars sont apparus et ont disparu. Puis est venu le gros morceau, un contact sur le radar qui était solide, lourd et profond. C'était la cabine de l'équipage. Mais quand ils l'ont remonté, les preuves à l'intérieur ne correspondaient pensez pas à l'histoire officielle d'une fin sans douleur. Les interrupteurs étaient actionnés, l'air avait été utilisé et la chronologie du désastre était sur le point d'être réécrite. Le fantôme sur le sonar. L'océan Atlantique est une bête massive et indifférente. Il engloutit des navires, des avions et des secrets sans laisser de traces. En hiver 1986, il avait englouti la fierté du programme spatial américain. La recherche du Challenger n'était pas seulement une mission de récupération, c'était une chasse désespérée pour des réponses dans un environnement hostile. La recherche en surface était chaotique, avec des milliers de livres de débris blancs flottant sur les vagues, mais la véritable cible était profondément en dessous. La marine avait déployé une flotte de navires de sous-marins et de navires de recherche pour scanner le fond de l'océan. La grille de recherche était énorme, couvrant près de 500 miles carrés de sable mouvant et de courants profonds. C'était comme essayer de trouver une voiture spécifique garée dans un parking de la taille d'un État, sauf que les lumières sont éteintes et le parking est sous l'eau. Pendant des semaines, les opérateurs sonars fixaient leurs écrans jusqu'à ce que leurs yeux brûlent. Ils cherchaient des contacts toute irrégularité sur le fond lisse de l'océan. La plupart du temps, c'était rien. Un réfrigérateur coulait un vieux baril de pétrole, une formation rocheuse qui ressemblait à une aile. L'océan est plein de déchets, et chaque fausse alerte drainait l'énergie de l'équipage. Mais voici le hic. Les eaux au large de Cape Canaveral n'étaient pas vides. C'était le sommet de la guerre froide. Pendant que les Américains cherchaient leurs navettes perdues, les Soviétiques observaient. Il y avait des rapports de chalutiers russes se trouvant juste à l'extérieur de la zone d'exclusion. Ce n'étaient pas seulement des pêcheurs, ce étaient des navires de renseignement hérissés d'antennes écoutant chaque fréquence radio et surveillant les efforts de récupération. La paranoïa était réelle. La marine américaine devait détourner des ressources juste pour garder un œil sur les Russes. Il y avait une véritable peur que si les Soviétiques atteignaient les débris en premier, ils pourraient voler des technologies classifiées ou pire encore planter de fausses preuves. Les plongeurs ne luttaient pas seulement contre les éléments, ils travaillaient à l'ombre d'un potentiel incident international. Et c'est un euphémisme. Puis, au début de mars, le rythme de la recherche a changé. L'USS préserva un navire de sauvetage et de récupération tracé une ligne de sonar latérale dans un secteur qui avait été marqué comme de faible probabilité. L'opérateur de service regardait l'affichage en cascade, une image défilante du fond marin construite par des ondes sonores. Soudain, une signature est apparue qui l'a fait se redresser. Ce n'était pas le retour irrégulier et déchiqueté d'un champ de débris. D'habitude, quand un aéronef touche l'eau à grande vitesse, il se déchire en confettis. Les morceaux sont petits et dispersés sur des kilomètres, mais ce signal était différent. C'était un retour dur et solide. Il avait des bords tranchants. Il avait de la géométrie. La nature ne fait pas d'angle droit et elle ne crée certainement pas de grandes structures carrées au milieu d'une plaine de sable. L'opérateur a appelé le pont. « Marquez ce contact », a-t-il dit. Le navire a fait demi-tour, repassant le sonar sur le point d'un angle différent. L'image s'est précisée. C'était un grand objet reposant lourdement dans le limon partiellement couvert mais indéniablement artificiel. Il mesurait environ 30 pieds de long. La pièce est devenue silencieuse. Les dimensions ne correspondaient pas aux ailes. Elles ne correspondaient pas à la queue. Elles ne correspondaient pas aux portes de la soute. Il n'y avait qu'une seule partie de la navette qui avait cette taille et cette forme. L'équipage savait ce que c'était avant que quiconque ne le dise à haute voix. C'était le compartiment de l'équipage. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la signature. Elle était trop intacte. La navette avait été déchirée par des forces aérodynamiques à 46 000 pieds. Tout le monde avait supposé que la destruction était totale. La croyance populaire était que le véhicule avait été vaporisé. Mais l'ombre sur l'écran racontait une histoire différente. Elle suggérait qu'un morceau massif du vaisseau avait survécu à la boule de feu et à la chute. Et si le compartiment était intact, cela signifiait que les astronautes auraient pu être à l'intérieur quand il a touché l'eau. L'atmosphère à bord du navire est passée d'une recherche technique à une réalisation sombre et terrifiante. Le commandant a ordonné aux plongeurs de se préparer. Ce ne serait pas une plongée de récupération standard.
Ce serait une descente dans une tombe. Les conditions de l'eau étaient difficiles, la visibilité était proche de zéro et le poids psychologique de ce qu'ils s'apprêtaient à trouver pesait sur eux. Alors que les plongeurs se préparaient à sauter, le sonar continuait de résonner sur l'objet en dessous. C'était un son régulier et rythmique comme un battement de cœur dans l'obscurité. Mais l'océan avait une surprise de plus en attente. En affinant les coordonnées, ils remarquèrent d'autres signaux faibles à proximité. Débris ou quelque chose d'autre. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi l'équipage. Certains murmuraient au sujet d'un second objet qui n'appartenait pas à la navette. D'autres parlaient d'une étrange interférence sur les canaux de communication pendant le scan. Étaient-ce les Russes qui les brouillaient? Était-ce un bug, ou la signature troublante pointait-elle vers quelque chose de bien plus compliqué qu'un simple site de crash? Les plongeurs ont éclaboussé dans l'eau en suivant la ligne directrice dans l'abîme inconscient que l'objet les attendant mettrait en question l'histoire officielle de la façon dont les 7 astronautes avaient réellement péri. Éclair et gel. Pour vraiment comprendre l'horreur de ce que les plongeurs s'apprêtaient à trouver, il faut remonter le temps, retourner au matin du 28 janvier. L'histoire officielle est qu'un joint en caoutchouc a échoué parce qu'il faisait froid, c'est la version dans les livres d'histoire, mais ce n'est pas si simple. Le matin du lancement, la Floride connaissait un événement météorologique exceptionnel. Les températures avaient chuté profondément dans les années 20. La rampe de lancement, habituellement un lieu de chaleur et de vapeur, ressemblait à une forteresse de glace. D'énormes stalactites, certaines mesurant près d'un pied de long, pendaient de la structure de service. L'équipe de sécurité s'inquiétait que la glace ne se détache pendant le décollage et n'endommage les tuiles. Mais le véritable danger était invisible. À l'intérieur des énormes boosters à propergol solides blancs, les joints en caoutchouc qui étaient censés sceller les articulations s'étaient transformés en plastique dur. Ils avaient perdu leur capacité à fléchir. Morton Thiokol, la société qui avait construit les boosters, le savait. Leurs ingénieurs étaient en panique. Ils ont tenu une téléconférence avec la NASA la veille, suppliant de retarder le lancement. Ils ont dit « ne lancez pas ». La NASA était sous une pression immense. Le programme était en retard. Ils essayaient de prouver que le voyage spatial pouvait être comme une compagnie aérienne, fiable, ponctuelle et routinier. Ils avaient une enseignante à bord, Christa McAuliffe, et ils voulaient que sa leçon soit diffusée pendant la journée scolaire. Les enjeux politiques d'un retard étaient mauvais, donc les préoccupations ont été mises de côté. Les responsables ont essentiellement dit aux ingénieurs de retirer leur chapeau d'ingénieur et de mettre leur chapeau de gestion. Le lancement a eu lieu. À T-0, les fusées se sont enflammées. La navette a décollé. Elle avait l'air majestueuse. Mais cachée dans la fumée, une tragédie était déjà en cours. En moins d'une seconde, un nuage de fumée noire est apparu au joint de champ arrière du booster droit. Le joint avait échoué. Mais ensuite, il semblait se refermer de nouveau. L'oxyde d'aluminium du carburant brûlant a bouché l'écart. Pendant 1 minute, on aurait dit qu'ils allaient y arriver. Puis la navette a rencontré le cisaillement du vent. C'était le cisaillement du vent le plus fort jamais enregistré pour un lancement de navette. Le véhicule a été secoué par des rafales en haute altitude. La vibration a rompu le joint temporaire. Un jet de flamme comme un chalumeau s'est échappé du côté du booster. C'est ici que les théories commencent à devenir folles. En révisant les images plus tard, certaines personnes ont affirmé avoir vu un éclair ou une anomalie près du réservoir avant l'explosion qui ne ressemblait pas à du feu. Les théoriciens du complot ont sauté sur l'occasion. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une frappe laser. Pourquoi quelqu'un frapperait-il la navette avec un laser à la guerre froide ? La théorie était que les soviétiques utilisaient une arme spatiale ou un laser sous-marin pour saboter le lancement, s'assurant que le programme de défense Star Wars américain serait paralysé. Est-ce fou? Oui. Mais en 1986, avec les tensions nucléaires à un niveau record, les gens croyaient que tout était possible. Il y avait des rumeurs sur une boîte brune, un mystérieux dispositif électronique que certains prétendaient être attaché au réservoir externe, envoyant des signaux étranges. La NASA l'a bien sûr nié, mais restons en aux faits qui sont déjà suffisamment effrayants. La flamme a brûlé à travers le réservoir. Le fond du réservoir est tombé. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide se sont mélangés. Boum. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'était pas une explosion au sens traditionnel. C'était une combustion rapide, oui, mais principalement c'était une rupture aérodynamique. La navette n'a pas explosé comme une bombe. Elle a été déchirée par le vent parce qu'elle volait de côté à 2 fois la vitesse du son. Cette distinction est cruciale. S'il s'était agi d'une détonation à haute explosive, tout aurait été pulvérisé.
mais parce qu'il s'agissait d'une rupture structurelle de grands morceaux, ont survécu. Les ailes se sont détachées, la queue s'est cassée et le compartiment de l'équipage conçu pour être la partie la plus solide du vaisseau s'est arraché de la soute. La cabine volait librement. À ce moment-là, les astronautes étaient encore attachés. Le cockpit était propulsé vers le haut, entraîné par l'élan. Il a atteint une altitude maximale d'environ 65 000 pieds avant que la gravité ne le saisisse. Puis, il a commencé à tomber. C'est la partie qui empêche les ingénieurs de dormir la nuit. L'éclair a été vu par des millions, mais la survie de la cabine était un secret qui a été enfoui dans les données pendant des mois. Les vidéos montrent la section avant émergeant de la boule de feu intacte traînant un réseau de fils. Donc, quand les plongeurs regardaient cette signature sonare des semaines plus tard, ils ne regardaient pas un morceau de métal en vrac. Ils regardaient un vaisseau qui avait suivi une trajectoire balistique pendant 2 minutes et 45 secondes après l'explosion. Le mystère ne concernait pas seulement la mécanique de l'échec. Il s'agissait de l'expérience de la chute. Savait-il, était-il éveillé? Et pourquoi la signature au fond de l'océan avait-elle l'air si délibérée? Certains théoriciens ont même suggéré que la navette avait été abattue par un sabotage interne. Un employé mécontent. Une pièce compromise. Les théories folles vont de l'éventualité plausible des défauts de fabrication cachés par la corruption à l'insensé. L'équipage a été retiré avant le lancement et la navette était vide. Mais la signature sonar était sur le point de fournir la réalité dure et froide qui écraserait les théories les plus folles tout en confirmant les peurs les plus sombres. Les plongeurs flottaient maintenant au-dessus du site et alors que leur lumière perçait le limon, ils ont vu quelque chose qui prouvait que la théorie la plus folle de toutes, la théorie de la survie, était en fait vraie. Ombre dans le limon. La descente dans l'Atlantique est un voyage dans la privation sensorielle. Alors que les plongeurs de l'USS Preserver descendaient plus profondément, la lumière de la surface s'estompa dans un bleu sombre et meurtri, puis dans le noir. Le seul son était le sifflement du régulateur et les bulles qui passaient près de leurs oreilles. C'est un endroit solitaire. La profondeur était d'environ 30 mètres, pas assez profonde pour être l'abîme, mais suffisamment pour vous éliminer si vous faisiez une erreur. Les courants étaient froids et forts, tirant sur l'équipement du plongeur, essayant de les éloigner de la ligne directrice. Le limon au fond était fin et lâche. Un coup de palme mal placé pouvait soulever un nuage qui réduirait la visibilité à 0. Lorsque la lumière du plongeur principal a finalement frappé l'objet, il s'est figé. Le sonar n'avait pas menti. C'était une structure massive. Elle était debout, légèrement inclinée sur un côté dans le sable. Les tuiles thermiques blanches étaient sentes et brûlées et manquantes par endroits, révélant la peau en aluminium en dessous. Des fils flottaient autour comme des tentacules d'une créature marine robotique. C'était le fuselage avant, le cockpit. Les fenêtres étaient la partie la plus troublante. Le verre épais renforcé était toujours là. À travers l'eau trouble, les plongeurs pouvaient voir dans le poste de pilotage. Ce n'était pas vide. Les sièges étaient étaient là. Les panneaux de contrôle étaient là. Et l'équipage. Le rapport sur l'état des restes est classé. Par respect, nous ne donnerons pas de détails graphiques. Mais nous pouvons dire ceci, la cabine était restée intacte. Elle n'avait pas été écrasée comme une canette de soda. Elle avait été aplatie par l'impact déformé par la décélération massive en touchant l'eau à 200 miles à l'heure, mais c'était toujours une pièce reconnaissable. Cette découverte a envoyé une onde de choc à travers l'équipe de récupération. Tout le monde espérait d'une manière sombre que la destruction avait été totale et instantanée. Trouver la cabine largement intacte signifiait que les forces dans l'air n'avaient pas été suffisantes pour les éliminer. Cela signifiait que la chute les avait éliminés. Les plongeurs devaient travailler avec une extrême prudence. C'était une vue de sépulture, et c'était aussi une scène de crime. Ils ne pouvaient pas simplement y attacher une chaîne et tirer. Ils devaient tout documenter. Où étaient les interrupteurs? Dans quel état étaient les casques? C'est ici que les théories folles prennent un peu de carburant. Il y avait des rumeurs parmi les équipes de sauvetage que la cabine n'avait pas été trouvée là où elle aurait dû être. Les courants dans cette zone sont forts, mais la lourde cabine n'aurait pas dû dériver si loin. Certains spéculaient que la cabine avait volé plus loin que les aérodynamiques décidées ne le prédisaient, suggérant que les pilotes avaient eu le contrôle pendant quelques secondes, essayant de diriger une brique. Un autre détail étrange est apparu. Les plongeurs ont trouvé des effets personnels qui semblaient étrangement placés. Une liste de vérification de vol flottant près d'une fenêtre. Un casque qui n'était pas verrouillé dans son anneau. Cela créait une scène d'activité. Et puis il y avait à nouveau la théorie du sous-marin soviétique.
Pendant la récupération, il y avait des rapports non confirmés de contacts sonars suivant les navires de la marine américaine. Les plongeurs regardaient constamment par-dessus leur épaule. Imaginez être à 30 mètres sous l'eau, travaillant sur une tombe, et vous inquiétez qu'un mini-sous-marin russe pourrait vous observer dans l'obscurité. Cela ressemble à un scénario de film, mais la tension était réelle. La marine américaine a en fait largué des charges de peur de petits explosifs pour dissuader les sous-marins non identifiés dans la région. Pourquoi les soviétiques seraient-ils intéressés? Parce que la navette était une technologie de niveau militaire. Les tuiles thermiques, les ordinateurs, les moteurs, c'était le joyau de la couronne de l'ingénierie américaine. Si les Russes pouvaient saisir un morceau des débris, en particulier un morceau de l'électronique ou de l'équipement de cryptage, ce serait une mine d'or en matière de renseignement. Ainsi, les plongeurs ne récupéraient pas seulement des corps, ils luttaient contre la montre et des voleurs potentiels. Ils travaillaient en quart 24 heures sur 24, remontant des morceaux de la cabine. Ils utilisaient des dragueurs à aspiration pour dégager le sable. Ils utilisaient des paniers pour remonter les plus petits débris. Le coût psychologique était immense. Ce étaient des plongeurs de la marine aguerris des hommes qui avaient tout vu, mais remonter de cette plongée les a changés. Ils étaient silencieux. Ils ne plaisantaient pas dans la salle à manger. Ils avaient vu les visages des héros nationaux et ils avaient vu les preuves que la fin ne s'était pas déroulée comme le pensait le public. Lorsque la cabine a finalement été préparée pour être soulevée, le temps s'est détérioré. La mer est devenue agitée. La grue peinait sous la charge. C'était comme si l'océan ne voulait pas lâcher prise. Mais lentement, les restes brisés du cœur du Challenger ont émergé de la surface. L'eau s'est déversée par les fenêtres. L'équipage sur le pont se tenait en silence, chapeau enlevé, alors que les débris étaient abaissés et couverts de bâches. Mais le véritable choc n'était pas les débris physiques. C'était ce que les ingénieurs ont trouvé lorsqu'ils ont séché les panneaux de contrôle et examiné les réglages. Les interrupteurs étaient la preuve accablante. Une fois l'eau salée nettoyée du tableau de bord, les enquêteurs ont réalisé que 3 interrupteurs spécifiques avaient été actionnés. Des interrupteurs qui ne pouvaient être déplacés que par une main humaine après l'explosion. 2 minutes et 45 secondes. C'est la partie de l'histoire dont la NASA ne voulait pas parler pendant longtemps. C'est la partie qui alimente la colère et les théories de dissimulation. Lorsque le cockpit a été analysé en laboratoire, les enquêteurs ont examiné l'EPS, les packs d'air d'évacuation personnelle. Ce sont des fournitures d'air d'urgence, essentiellement des bouteilles de plongée pour astronautes. Elles sont situées à l'arrière des sièges. Pour les activer, il faut atteindre derrière sa tête ou demander à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. 4 des packs ont été récupérés. 3 d'entre eux avaient été activés. Tenez-vous bien. Le pack du pilote Mike Smith était allumé, mais son pack était situé derrière son siège à un endroit où il ne pouvait pas atteindre tout en étant attaché. Cela signifie que soit Ellison Onizuka, soit Judith Resnick, qui étaient assis derrière lui, ont avancé et ont activé son air. Cela change tout. Cela prouve sans aucun doute que pendant au moins plusieurs secondes après que la navette se soit désintégrée, l'équipage était vivant conscient et travaillait sur le problème. Ils n'ont pas été vaporisés. Ils n'étaient pas inconscients. Ils essayaient de sauver le vaisseau et étaient les uns les autres. Les théories folles prennent ici un coup d'accélérateur. Certaines personnes affirment qu'il existe une bande secrète. La NASA enregistre tous les audios de la cabine. Le transcript officiel se termine au moment de la désintégration avec le pilote Mike Smith disant « Oh, oh ». Mais la rumeur veut que l'enregistrement ait continué. La théorie de la bande secrète suggère qu'il existe un audio de l'équipage parlant pendant la descente, priant ou essayant de piloter la cabine. La NASA le nie officiellement. Ils disent que l'alimentation a été coupée instantanément lorsque le vaisseau s'est désintégré, donc l'enregistreur s'est arrêté. Mais les théoriciens du complot demandent si les EAPS étaient alimentés par batterie ou manuel et que l'équipage était vivant. Il devait sûrement y avoir une source d'alimentation de secours pour les communications. Regardons la physique. La cabine s'est séparée à 46 000 pieds. Elle a continué jusqu'à 65 000. Puis elle est tombée. La chute a duré 2 minutes et 45 secondes. Essayez d'imaginer cela. Asseyez-vous là et regardez une horloge pendant presque 3 minutes. Si la cabine s'est dépressurisée, l'équipage aurait perdu connaissance par manque d'oxygène en quelques secondes. Ce serait un soulagement. Mais les packs étaient activés. Si la cabine avait maintenu sa pression, ils auraient été éveillés pendant toute la chute. Ils ont vu le ciel passer du noir au bleu. Ils auraient entendu le rugissement du vent augmenter à mesure qu'ils accéléraient. Ils auraient ressenti la chute nauséabonde de la pesanteur suivie des forces G écrasantes de la rotation.
La signature troublante trouvée par les plongeurs n'était pas seulement le métal, c'était la preuve judiciaire de ce cauchemar. Les interrupteurs montraient une intention. Le pack d'air montrait un instinct de survie. Il y a une autre théorie plus sombre que les autres, la théorie du siège éjectable. Les premières navettes avaient des sièges éjectables, mais ils ont été retirés pour économiser du poids, et parce qu'ils étaient jugés inutiles pour un équipage de 7. La théorie dit que le commandant Scobie a essayé d'engager un système de stabilisation qui n'existait plus. La tragédie est celle qu'il pilotait une brique sans fenêtre qui pouvait s'ouvrir et sans issue. Lorsque le public a découvert les packs d'air activés des années plus tard après que le rapport ait été divulgué, cela a provoqué une tempête. Les gens se sont sentis trompés. La NASA avait laissé l'histoire de la mort instantanée perdurer parce que c'était moins douloureux pour les familles et moins dommageable pour le programme. Admettre qu'ils sont tombés à leur mort en essayant de réparer le vaisseau faisait que la négligence de la décision concernant le joint en caoutchouc semblait être un meurtre. Les enquêteurs ont également découvert que le pilote avait déplacé plusieurs interrupteurs électriques sur son panneau de droite. Il essayait de rétablir l'alimentation du cockpit. Il se battait jusqu'à la toute dernière seconde. Cette preuve judiciaire a transformé la catastrophe du Challenger en une histoire d'héroïsme ultime. Ils ne se sont pas contentés de rester là. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont fait leur travail. Même alors que le ciel tombait, ils étaient des astronautes. Mais le côté sauvage d'Internet ne s'est pas arrêté là. Certains affirment que l'équipage était encore en vie après l'impact et s'est noyé. C'est faux. L'impact à 200 miles à l'heure a créé une force de 200 G. C'était instantanément fatal. La structure trouvée par les plongeurs était écrasée d'une manière qui rendait la survie impossible. Cependant, le « et si » reste. Et si les parachutes conçus pour les boosters à propergol solides avaient été attachés à la cabine, auraient-elles pu flotter ? Les ingénieurs ont calculé les chiffres plus tard. Il était techniquement possible de concevoir une cabine détachable avec des parachutes, mais elle était trop lourde, trop coûteuse, et la NASA pensait que la navette était suffisamment sûre pour ne pas en avoir besoin. Cette arrogance est ce qui les a éliminés. La récupération était terminée et la cause avait été trouvée, mais les événements étranges entourant le Challenger ne se sont pas arrêtés avec l'enterrement. En fait, les théories les plus étranges ne faisaient que commencer. Iceberg. Même des décennies plus tard, la catastrophe du Challenger est entourée d'un nuage de théories folles. Quand quelque chose d'aussi traumatisant se produit, le cerveau humain ne veut pas accepter une réponse simple comme « il faisait froid ». Nous voulons un méchant. Nous voulons un complot complexe. Revenons à la théorie du sabotage du KGB. Au milieu des années 80, les États-Unis et l'URSS se disputaient la construction d'armes spatiales. Le programme Star Wars SDI dépendait de la navette pour soulever de lourds satellites laser. Si le programme de la navette échouait, SDI échouait. Certains analystes du renseignement et de nombreux écrivains de fiction ont spéculé que les soviétiques utilisaient une arme à énergie dirigée pour chauffer le réservoir ou qu'un agent dormant sur le pas de tir avait manipulé le support. Y a-t-il des preuves ? Non. Mais la présence de ces chalutiers russes dans le Phantom Flash maintient la théorie vivante dans les coins sombres du web. Ensuite, il y a la théorie de la fausse mort. Celle-ci est vraiment tirée par les cheveux. Elle affirme que les astronautes ont été retirés de la navette avant le lancement et sont toujours en vie, vivant sous de nouvelles identités. Des enquêteurs d'Internet prétendent avoir trouvé des personnes qui ressemblent exactement à l'équipage avec les mêmes noms, travaillant comme professeurs ou comptables. C'est une théorie classique du style Elvis est vivant. C'est irrespectueux et discrédité, mais cela attire des millions de vues parce que les gens aiment un mystère. Une autre théorie folle, l'intervention OVNI. Certains cadres flous des images du lancement montrent un petit point blanc zoomant près de la navette juste avant l'explosion. Les passionnés d'OVNI affirment qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre qui a soit attaqué la navette, soit essayé de l'aider. En réalité, il s'agissait probablement d'un oiseau ou d'un morceau de glace, mais essayez de dire cela à Internet. Mais revenons à la réalité qui est en fait plus effrayante que les extraterrestres. La véritable conspiration n'était pas les Russes ou les extraterrestres, c'était la bureaucratie. C'était une pièce pleine d'hommes en costume regardant un graphique qui disait « La mort est probable si vous lancez et lançant quand même parce qu'il ne voulait pas avoir l'air mauvais à la télévision. » La signature troublante que les plongeurs ont trouvée était le résultat d'une réunion où la sécurité a été votée à la baisse. Les plongeurs qui ont touché ces débris connaissent la vérité. Ils ont vu la réalité de la physique et de la biologie. Ils n'ont pas vu de brûlures au laser ou de marques extraterrestres. Ils ont vu une machine qui a échoué à cause de l'arrogance.
L'héritage de cette plongée est toujours avec nous. Les morceaux du Challenger sont enterrés dans un silo de missiles désaffecté à Cape Canaveral, scellé dans le béton. La NASA a littéralement enterré les preuves, non pas pour les cacher, mais pour les honorer. Ils traitent cela comme une tombe. De temps en temps, un morceau de débris échoue sur une plage de Floride, un rappel fantomatique de 1986. Et ces plongeurs, ils ont changé la façon dont nous avons cherché dans l'océan. La technologie utilisée pour trouver le Challenger, le sonar à balayage latéral, les ROV classés en profondeur, a été perfectionné durant cette mission. Cela a ouvert la voie à la découverte du Titanic et à la recherche du Mech 370. La signature qu'ils ont trouvée sur l'écran ce jour-là était un avertissement. Elle nous a dit que l'océan est profond, que l'espace c'est difficile et que nous sommes fragiles. Les théories folles ne sont que notre façon d'essayer de donner un sens à l'insensé. Mais la vérité trouvée dans le limon est que 7 personnes courageuses ont lutté pour leur vie en tombant des étoiles, et nous leur devons de nous souvenir de la réalité, pas seulement des rumeurs. Cela fait-il de la catastrophe du Challenger une histoire d'échec ou une histoire de courage ultime? Et que pensez-vous des rapports de navires espions soviétiques? Pensez-vous que nous avons eu l'histoire complète? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez plus de plongée profonde dans les secrets les plus sombres de l'histoire, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. À la prochaine.